La France gagnerait beaucoup à voir ses PME se développer à l'international. La réduction du déficit commercial national passe en effet par plus d'audace de la part des entreprises. Pourquoi la France n'est-elle pas une championne de l'export? Pourquoi les PME françaises sont à la traîne? L'export n'est-il pas un indispensable relais de croissance en temps de crise? Bienvenue dans notre nouveau format SAPIC au Parc. Un nouveau format dans lequel nous recevrons des as dans leur domaine que j'essaierai avec votre aide de piquer. L'angle de SAPIC au Parc se veut volontairement, donc, provocateur. Mon invité, c'est Fabrice Le Sachet, président de l'association Stratexio, Le Monde est à vous, et nous allons voir avec lui si le monde est réellement à vous, comme il le prétend, et s'il y a un réel intérêt pour un chef d'entreprise de se lancer à l'export. Comptez sur moi pour un interview sans langue de bois. L'international fait rêver, c'est sûr, mais sa stratégie et sa mise en œuvre sont avant tout un choix réfléchi. Pour certaines entreprises, l'internationalisation, c'est une nécessité, mais le constat est unanime, même si les obstacles sont aussi nombreux que variés, le point majeur bloquant reste le manque d'information et le manque d'accompagnement pour pénétrer ces nouveaux marchés, sans parler des barrières mentales et des freins psychologiques. Alors l'export, poudre aux yeux ou réelle opportunité? Bonjour Fabrice. Bonjour Véronique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de ton accueil. Alors pourquoi, première question pour commencer, pourquoi la France n'est pas championne à l'export? Déjà, la France, elle se comporte bien à l'export si on prend du recul. On est le 4e exportateur mondial de services, le 6e exportateur mondial de biens. Donc l'export, ce n'est pas une question de poudre aux yeux ou de réalité, en fait c'est un fait. C'est dans la vie de notre pays, c'est dans la vie de nos entreprises. Je tiens quand même à rappeler, parce qu'on parle beaucoup des entreprises, de certains succès, de certaines trajectoires, mais il faut encore une fois avoir les chiffres dans leur ensemble. L'export, ça représente 30% de la richesse qui est créée par les entreprises en France. C'est 6 millions d'emplois qui dépendent de l'export. Et quand on parle d'export, on parle évidemment de grand international, de l'Australie, du Chili, de l'Afrique du Sud, mais on parle aussi des pays qui nous entourent et de l'Europe. Le premier pays avec lequel on commerce, c'est l'Allemagne. Dans les 10 premiers pays avec lesquels on fait de l'export, il y en a 6 ou 7 qui sont des pays européens. Et donc vraiment, l'export, c'est plus que, j'allais dire, une lubie ou une mode ou une volonté d'aller chercher quelques points de croissance, c'est un pilier de l'économie française. Alors comment t'expliques que les entreprises soient aussi frileuses d'aller à l'export? Déjà, il y a deux choses. Je pense que lorsqu'on dit l'export et la France, ça ne marche pas très bien, c'est parce qu'on a un déficit de notre commerce extérieur. Et ça veut juste dire qu'on importe plus que ce qu'on exporte. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'exporte pas assez, ça veut peut-être aussi dire qu'on importe trop et qu'on ne produit pas assez chez nous. Et ça, c'est lié à d'autres choses. C'est lié, nous on pense en partie, pas que, mais aux facteurs de compétitivité, aux impôts de production, à la fiscalité, aux normes sociales, à plein de choses, à l'encadrement pour produire de la richesse en France, à l'innovation, à la recherche dans notre pays. Et donc peut-être que le fait qu'on ne produise pas assez chez nous fait qu'on importe beaucoup. Et donc on a un déséquilibre de notre balance commerciale. Mais en fait, on exporte beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises françaises. Excuse-moi, parce que l'export apparaît quand même comme une mission compliquée au niveau des entreprises. Alors, pourquoi ils ont cette image d'un export compliqué? Il y a plusieurs entreprises en France, plusieurs catégories d'entreprises. On a des grands groupes, le CAC 40, le SBF 120, enfin les 100 premiers groupes français ont tiré énormément parti de la mondialisation. Ils se sont internationalisés de façon massive dans les années 80-90. Ils ont tiré profit de toutes ces réglementations de libre-échange, du GATT, de l'OMC. Ensuite, on a une deuxième catégorie qui sont les entreprises de taille intermédiaire. Elles aussi, elles arrivent à tirer parti de la mondialisation en étant leaders d'une expertise de niche sur leur marché. Elles arrivent à aller loin, à aller autour de chez elles en Europe et à construire des groupes qui sont internationalisés. Et puis après, on a le tissu de PME qui est vraiment celui de nos territoires. On a aussi notre industrie. Et là, il y a eu un gros problème, c'est qu'on a perdu la moitié
de notre industrie en l'espace de 15-20 ans en France. Et on sait très bien que l'industrie, c'est une des forces à l'exportation. Donc si on est faible en matière industrielle, c'est vrai que sur les biens manufacturés, parce que le chiffre qu'on prend souvent sur le déficit commercial, c'est sur les biens manufacturés. Donc c'est très lié à l'industrie. Et c'est pour ça que l'Allemagne a des chiffres exceptionnels. Ils font plus 245 milliards d'excédent commercial par an, quand nous, on fait moins 70 milliards. Mais au final, on exporte 500 et quelques milliards d'euros. Et sur les services, on est quasiment excédentaire. Donc c'est vraiment l'industrie tout d'abord. Et puis ensuite, on n'a pas assez d'ETI, parce qu'on n'arrive pas à faire en sorte que nos PME deviennent des ETI. Et justement, ce qui fait qu'on devient aussi une ETI, c'est qu'on arrive à tirer profit de la croissance des marchés à l'étranger. Enfin, quand elles deviennent des ETI, elles partent à l'étranger. J'ai beaucoup de questions de la part de chefs d'entreprise à te poser. Alors la première, c'est un chef d'entreprise qui m'a envoyé cette petite affirmation pour savoir si tu es d'accord avec cette affirmation. L'export est un levier de résilience majeur lorsque l'économie est perturbée ou tourne au ralenti. Partout dans le monde, d'autres économies continuent à fonctionner normalement et à être demandeuses de produits français. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation ? Totalement d'accord, et je peux prendre un exemple qui est proche d'ici. Les pompes Broquet qui sont à Argenteuil, ils ont continué pendant le premier confinement à prendre des commandes et à livrer des clients qui étaient au Vietnam, en Russie. Et c'est ce qui leur a permis de continuer à faire fonctionner leur outil industriel et à avoir des salariés qui sont venus sur leur site pendant le premier confinement. Et on voit bien, c'est une question d'ailleurs assez simple, c'est l'expression que tout le monde comprend, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Dans le même panier. Et lorsqu'il y a une crise, même mondiale, même comme le virus qui touche tous les pays, parce qu'on pourrait dire mais le virus ça touche tous les pays finalement, donc quel est l'intérêt d'être ailleurs, etc. Eh bien ça ne touche pas les pays au même moment, de la même façon, avec la même intensité. Lorsque par exemple on est très durement frappé en France, il y a des pays comme la Corée du Sud, comme le Vietnam, en Asie, les pays d'Asie du Sud-Est, la Chine même, qui continuent. Cette année, la Chine va faire 1,8% de croissance nette. Donc les entreprises françaises qui sont là-bas, elles ont une capacité à continuer à avoir un réservoir de croissance, un gisement d'opportunités. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le centre de gravité de l'économie mondiale s'est déplacé en Orient, en Asie notamment. L'Asie, c'est 55% aujourd'hui de la richesse mondiale. C'est-à-dire que l'Asie… Pour toi, c'est le pays émergent qui est c'est la zone, qui est au top. C'est la zone, mais c'est même pas qui est au top. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de la moitié de l'économie mondiale, c'est l'Asie. C'est-à-dire que tout le reste, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Europe centrale, c'est moins que l'Asie en termes de richesse produite, de PIB. Et l'Asie double de taille de richesse, de PIB, tous les 10 ans. Donc c'est là aussi où il y a une dynamique de croissance avec des gens qui ont un pouvoir d'achat qui s'élève, une classe moyenne qui devient très riche. Et c'est là aussi où sont générées aujourd'hui, malheureusement, les innovations. Alors, autre question, exporter l'assurance de ne pas être soumis, comme tu viens de le souligner, à la seule conjoncture du marché français, en ayant des débouchés ailleurs. C'est donc une première façon de se diversifier sans risque. Pour parer à l'incertitude montante, les entreprises doivent vraiment intégrer l'export dans leur stratégie de développement. Donc c'est un peu ce que tu viens de dire. Mais la question c'était, est-ce que c'est la bonne période en ce moment pour se lancer à l'export ? Bien sûr, parce que si on ne fait rien, si on reste là où on est ramassé par la vague, d'une certaine façon, par le tsunami de cette pandémie. Et je rappelle quand même que l'Organisation mondiale de la santé dit qu'on rentre dans le siècle des pandémies, pour plein de raisons qui sont complexes, parce qu'il y a plus d'interactions. Déjà, il y a une explosion démographique sur la planète, on va être 9 milliards d'habitants. J'ai cru que tu allais me dire qu'il allait y avoir une explosion de chauves-souris, là, tu m'avais peur, d'accord. Oui, mais ce n'est pas très loin de ça, parce que plus on est nombreux, plus il y a des interactions avec la nature. Il y a des concentrations dans des grandes mégalopoles, ça provoque aussi certains dérèglements. Il y a le réchauffement planétaire qui libère certains sols et donc aussi peut-être certains virus à terme. Tout ça mélangé, il y a la biodiversité, l'extinction de certaines espèces, donc on ne sait pas dans la chaîne du vivant ce que ça provoque. Et tout ça peut conduire à ce qu'il y ait plus de risques pandémiques. Ce risque pandémique, il existait avant le Covid. Il y avait eu le SRAS en Asie il y a 10 ans, il y avait eu Ebola, il y avait eu le H1N1, il y en avait eu d'autres. Et il a été anticipé par nos services de renseignement qui chaque année font la revue des risques.
il parle de cybercriminalité, il parle de pandémie, il parle de terrorisme. Et la pandémie y était personne toujours. n'y croyait pour la pandémie. Hein. Oui. On n'y croyait pas, nous, chez nous, parce qu'on ne l'a pas eu en Europe. Mais allez demander aux Africains s'ils ne se souviennent pas d'Ebola ou aux Asiatiques pourquoi ils ont tous des masques, parce qu'ils ont eu le SRAS. Et donc, eux, il y a eu une habitude. Ils ont eu une habitude de ces pandémies récemment. Donc, on n'a pas voulu le voir. On a été un petit peu, d'une certaine façon, collectivement aveugle, comme on peut l'être d'ailleurs sur certains autres sujets, comme le réchauffement pendant un certain moment. Maintenant, il y a une prise de conscience collective, fort heureusement. Mais pour en revenir à la question, l'export maintenant, parce que sinon, c'est jamais. Il n'y a jamais de meilleur moment ou pas. Le meilleur moment, c'est de commencer tout de suite pour avoir des résultats dans pas longtemps, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 2 ans, parce qu'il y a plusieurs maturités de marché. Alors justement, une autre, enfin c'est pas une question, c'est un chef d'entreprise m'a expliqué un peu ses principales craintes concernant l'export. J'ai peur que mon produit ne soit pas adapté aux pays ciblés. Mes produits vendus sont sûrement trop chers pour d'autres pays, donc pas compétitifs. Je ne possède pas les compétences et le savoir-faire pour pénétrer les marchés étrangers. Je n'ai pas le financement nécessaire. Qu'est-ce que tu lui réponds? Ok, on y va? Bien sûr, je lui dis surtout qu'il commence par aller dans un club Stratexio. Parce que le programme Stratexio, c'est fait exactement pour ça. C'est fait pour répondre à des questions opérationnelles de chef d'entreprise. Quel marché je choisis? Avec quel produit j'y vais? Quelle adaptation je dois faire le cas échéant sur mon produit? Avec quels moyens financiers je dois y aller? Où est-ce que je peux trouver ces sources de financement? Avec quelle force de vente j'y vais? Est-ce que j'y vais avec des partenaires ou pas? Toutes ces questions, c'est ce qu'on traite dans les clubs Stratexio, qui sont des groupes d'action, de travail de chefs d'entreprise, entre 8 et 12 par club, qui se réunissent tous les 2 mois et qui avancent ensemble pour développer leurs entreprises à l'international. Donc ce que je dis à ces chefs d'entreprise, c'est rentrer dans ces clubs, c'est une association, donc on fera tout pour vous aider à y rentrer, c'est notre but, c'est porté par le MEDEF, par l'UMM, par France Industrie, par les CCI, par MEDEF International, bref, par les organisations professionnelles. Et c'est fait pour aider ces chefs d'entreprise à s'y retrouver et à ne pas être seuls. Alors, un autre chef d'entreprise, je préfère rester sur le marché local car je ne sais pas comment mettre en place une stratégie d'export. D'ailleurs, quel est réellement le risque de voir débarquer une concurrence étrangère qui va pénétrer mon marché local? Alors, ça, j'aimerais bien savoir sur quel marché il est, mais on a des exemples multiples. Je laisse anonyme on a des exemples multiples de secteurs qui, soi-disant, étaient protégés, avec des grands guillemets, et qui se sont retrouvés balayés. On ne peut pas aujourd'hui mettre sa tête dans le sable et se dire finalement les tumultes du monde, la transformation numérique, moi je vais slalomer entre les portes, les évolutions, les aspirations de la jeunesse, de la société, l'internationalisation. Je vais pouvoir m'éclipser comme ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, dans le ferroviaire, CRRC, la compagnie chinoise, a pris des parts de marché dans des pays européens sur des marchés ferroviaires. Donc c'est une bonne chose que Alstom ait pu se fusionner avec, en tout cas racheter plutôt Bombardier, parce que ça va permettre de rééquilibrer, d'avoir un champion mondial. Mais jamais on n'aurait pensé que les Chinois allaient dans les trains. On peut prendre l'exemple des téléphones, on pensait que c'était que les Américains, mais les Chinois aujourd'hui ont des marques de téléphones. On peut parler des voitures. Qui aurait pensé que Tesla, Volkswagen rigolait il y a 10 ans, que Tesla allait devenir la première capitalisation mondiale dans l'automobile? La seule capitalisation de Tesla, c'est toutes les autres marques automobiles. Et c'est la bascule vers le véhicule connecté. On voit très bien que ce qu'on appelle les disruptions, en tout cas les mutations de l'économie, vont de plus en plus vite. Donc peut-être qu'il y a 40 ans, 50 ans, 200 ans, il y avait un rythme plus lent qui faisait qu'on pouvait slalomer un petit peu comme ça entre les difficultés et puis peut-être passer les portes. Mais la responsabilité d'un chef d'entreprise, ce n'est pas de se cacher. C'est justement de se confronter aux évolutions, de ne pas en avoir peur et d'essayer de les maîtriser. Et je comprends qu'on peut de temps en temps avoir peu de moyens. Donc on n'a pas beaucoup de moyens, donc on ne va pas faire de la transition écologique et de l'export et de la RSE. Comment on fait tout ça? C'est pour ça qu'il faut s'organiser, il faut le faire avec d'autres chefs d'entreprise et il y a des solutions parce qu'aller à l'export, c'est aussi avoir plus de marge. Parce qu'à l'inverse, on peut vendre plus cher peut-être à l'export. Si on a une compétitivité hors prix avec un bon marketing, on peut vendre son produit plus cher et avoir plus de marge. La plupart des entreprises dans Stratexio, elles ont des politiques de prix qui sont différentes selon les pays. Alors, autre question, est-ce que l'export, ce n'est pas une opportunité qui s'offrira à l'entreprise de manière naturelle ou opportuniste?
Non, c'est possible. Alors, pour être tout à fait franc, c'est possible. On peut avoir des commandes entrantes, on peut Non, mais parce qu'il y en a être certains contacté, qui on disent, peut être dans un salon. Voilà, il y en a qui disent ça on va suit venir naturellement si mon produit est vraiment intéressant. C'est possible, tout est possible dans la vie. On peut se lever le matin et aller jouer au loto et puis gagner au loto ou avoir un ticket dans sa… Bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Du coup, ou un trèfle dans sa poche. Ou un trèfle dans sa poche. Mais à 4 feuilles. Tout est possible, mais c'est une question de probabilité. Donc oui, c'est possible. Maintenant, quelle est la probabilité d'avoir une grande réussite fondée sur la probabilité de peut-être on aura quelqu'un qui va nous contacter? Elle est plutôt faible. Alors, autre question. La vraie raison, ou en tout cas la vraie action, c'est de structurer ce développement. Ce n'est pas de le subir, c'est de le choisir. Et de le choisir, ça veut dire de se poser, de réfléchir. Dans ces clubs Stratexio tous les 2 mois, et de s'organiser. On réfléchit, on s'organise, on construit son parcours et comme ça en plus ce n'est pas un château de sable qui à la première vague venue s'effondre, c'est un château de pierre qui est solide, qui est là pour la durée parce que si on va en Algérie mais qu'on n'a pas regardé comment on rapatrie ses dividendes, comment on fait pour se faire payer, comment on fait pour que le change entre les monnaies se passe bien, etc. Finalement, on travaille, on a l'impression de faire un truc, on a l'impression d'avoir une bonne affaire et finalement, c'est rien du tout. Voilà. Alors, avoir pignon sur web facilite l'export et souvent cela suffit. Es-tu d'accord? Et est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre la transformation digitale des entreprises et l'export? Alors, le début de la question, je ne l'ai pas compris. Avoir pignon sur web facilite l'export et souvent cela pignon suffit. Sur web. Si on a pignon sur rue, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que pignon sur rue à Mont-de-Marsan, quand on a un client à Kuala Lumpur, à moins qu'il vienne à Mont-de-Marsan, il y a peu de chances qu'il connaisse ta boîte. Là, je n'ai pas dit pignon sur rue, j'ai dit pignon sur web. Oui, mais tu as dit, est-ce que… Oui, mais donc finalement… Donc, est-ce qu'il y a une corrélation entre justement cette transformation digitale des entreprises et l'export? Mais quand tu dis pignon sur web, ça veut dire qu'à contrario, la question c'est, est-ce que d'être en numérique ou d'être sur Internet ou d'être présent en digital, ça a un apport pour l'export? À l'inverse, en raisonnant par l'absurde, si tu n'es pas sur Internet, si tu n'as pas de site, si tu n'es pas présent, si tu n'as pas d'action digitale, et que tu es que en physique, en réfléchissant 2 secondes, imagine tu es à Mont-de-Marsan que en physique, comment un client à Kuala Lumpur va te connaître? Alors tu peux faire des salons, mais là c'est plus compliqué avec le Covid. Donc tu as nécessairement besoin de te rapprocher de tes clients. Moi je crois beaucoup au physique, donc te rapprocher en allant en Indonésie, c'est mieux. Normalement, tu ne peux pas faire que des affaires en étant dans un monde digital. Ça dépend de ton secteur, mais c'est nécessaire et les deux se combinent de toute façon. Parce que le digital n'est qu'un reflet, un miroir de ce que tu es physiquement. La société de Mont-de-Marsan, quand elle va aller se projeter numériquement, elle va projeter la réalité de ce qu'elle est à Mont-de-Marsan avec ses valeurs. Et c'est très important parce que l'enracinement et ce qu'on est un atout à l'international. Surtout pour des entreprises françaises qui ont des histoires, qui ont des patrimoines, qui ont des narratifs à raconter. Ça parle beaucoup à nos clients à l'étranger. La culture de l'entreprise s'exporte. Alors, ce n'est pas la culture de l'entreprise, mais ce qui parle beaucoup aux contreparties françaises, c'est les savoir-faire qu'on a, c'est l'histoire de nos entreprises, c'est la façon dont on fait les choses, c'est le regard français, c'est la créativité, c'est des valeurs qu'on peut aussi avoir de liberté, c'est notre pays en fait, et c'est ça aussi qu'on vend à l'international. Alors, autre question, quelles sont les limites de l'export? Il n'y a pas de limite. Quand je vois, nos limites, pour toi. Je vois pas. Il n'y a pas de limite. Tous les pays d'Asie du Sud-Est sont en croissance. Les États-Unis, c'est en croissance. L'Afrique, c'est en pleine explosion. Les limites, c'est un peu les limites matérielles qu'on a pour construire ce développement. Parce qu'à un moment donné, tout ça a un coût. Et donc, il faut réussir à se faire financer ce développement. Il faut avoir une stratégie de financement, de moyens. Parce qu'il ne s'agit pas de dire « je veux aller en Malaisie ». Aller en Malaisie ou aller en Inde, ça nécessite des moyens, ça nécessite de faire potentiellement des déplacements sur place, ça nécessite d'avoir une présence physique locale, ça nécessite d'avoir des coûts juridiques pour vraiment construire sa politique contractuelle, ça nécessite d'y aller pendant 2, 3, 4 ans. Donc ce que je dis, c'est avant de s'embarquer dans une aventure, et c'est pour ça que moi je ne suis pas très chaud sur l'aspect opportuniste, à part comme ça de temps en temps, parce que c'est vrai que moi aussi, en tant que chef d'entreprise, quand j'ai une commande, j'ai envie de la faire. Mais de temps en temps, tous les chefs d'entreprise qui m'écoutent comprendront qu'on prend une commande et finalement, ça génère 80% des emmerdes qu'on a dans les 12 mois à venir. Donc, il y a des fausses bonnes commandes, entre guillemets. Et donc, je pense qu'un moment de réflexion pour savoir si ce qu'on fait est intéressant ou pas, c'est important, et savoir dire non aussi, c'est important. Savoir dire non, c'est très important. Parce que d'avoir une commande qui potentiellement est importante mais qui finalement va générer peu de marge, quel est l'intérêt? On va saturer sa boîte avec une voie sans issue.
Alors, après, il y a beaucoup de questions sur Stratexio, Ah, forcément. très bien. Alors, pourquoi avoir lancé Stratexio en 2017 alors qu'il y a une liste impressionnante de consultants, de sociétés, d'organismes qui se sont spécialisés sur l'accompagnement à l'export? Et qu'est-ce qui fait la particularité de Stratexio? C'est exactement pour ça. C'est parce qu'il y a une liste impressionnante de consultants qu'on ne sait pas forcément où trouver les expertises, que Stratexio, c'est la plateformisation de toutes ces expertises. C'est-à-dire que dans un seul endroit, vous avez un catalogue d'experts qui a été sélectionné, trié Alors par justement, les comment? organisations On m'a professionnelles. posé la question, comment sont-ils sélectionnés, Il y a un les comité de experts? sélection qui est fait par Stratexio avec à l'intérieur des membres des organisations professionnelles, du MEDEF, de France Industrie, voilà, donc des représentants des entreprises, et puis les CCE qui sont les conseillers du commerce extérieur et des représentants de l'OSCI qui est la fédération des sociétés de conseil au développement international des entreprises. Donc c'est toutes les boîtes de conseil qui aident les entreprises à se déployer à l'international, les OSCI, qui sont aussi dans Stratexio. Et donc ce comité valide le sérieux et puis chaque expert ensuite est noté quand il passe dans les clubs. Donc Oui, il y en a une effet, notation oui. à chaque fois. D'accord. Et donc il y a un système avec des étoiles et un expert qui n'a pas, je ne sais pas quoi, c'est un système de 5 étoiles ou de 3 étoiles, mais s'il n'a pas 3 étoiles, on le convoque, on lui demande pourquoi et on interroge aussi les membres du club. Donc il y a vraiment, on est très 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 exigeant sur la qualité des experts. Donc vous avez la crème de la crème à un prix qui est mutualisé, puisque nous on est une association et le but c'est d'être une plateforme d'achat de l'expertise. On est comme un groupon, on fait en sorte de D'accord. Donc baisser c'est le prix pour de ça que l'expertise. sur la plaquette de Stratexio, on voit un catalogue unique d'experts? C'est unique dans le sens où il n'y a pas un lieu où on a rassemblé les meilleures expertises sur chaque sujet. Les barrières douanières, l'interculturel, le numérique, le shipping, la logistique, la croissance externe, les modes d'entrée sur les marchés. Je ne vais pas tous les faire, mais il y a énormément de thèmes. Alors justement, quand on entend tout ça, on se dit waouh, ça doit coûter cher. Donc, et pourtant, tu dis que sur la plaquette, que c'est un tarif compétitif forfaitisé et annuel. C'est combien? Avant de parler de prix, c'est est-ce que je perds mon temps ou pas pour un chef d'entreprise? Parce qu'avant de payer, c'est le temps qui passe. Le temps, c'est de l'argent pour un chef d'entreprise. Oui, Donc, mais parfois, c'est quelque chose qui est bloquant dès le départ. Oui, mais alors, moi, je pense que c'est vraiment le temps d'abord. Je vais répondre sur le prix, mais c'est d'abord le temps. Donc, une rencontre tous les 2 mois avec les autres chefs d'entreprise, en fait, on ne perd pas son temps, on le gagne parce qu'à chaque fois qu'on sort de cette réunion, on a un truc qu'on prend directement exploitable pour sa boîte, qu'on intègre et on change. Et je l'ai vu, j'ai fait quasiment tous les clubs. J'ai parlé, il y a une centaine de chefs d'entreprise dans le programme. Tous le disent, c'est directement utile pour ma boîte. Et ça m'évite de perdre du temps justement en allant pendant 3 ans courir un marché où si je m'étais posé 2 minutes avec d'autres chefs d'entreprise et des experts, j'aurais compris que ce n'était pas pour moi. Donc déjà, on gagne du temps. Ensuite, le prix, c'est 4 500 € par an. Ça inclut 50 jours d'expertise puisqu'il y a une rencontre tous les 2 mois, un bilan force-faiblesse au début, 12 webinaires et l'accompagnement des organisations professionnelles qui sont des sortes de SOS dirigeants quand j'ai un problème, ma marchandise est bloquée. Sur ces 4 500 €, il y a 2 000 €, on est éligible au chèque export qui sont pris en charge par le chèque export et les 2 500 € restants qui peuvent être pris en charge par des mécanismes type OPCO, formation, fonds de formation. Donc ce n'est pas le coût, c'est l'investissement, c'est l'état d'esprit du chef d'entreprise. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut aller partager avec d'autres chefs d'entreprise? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut apprendre, qui est dans cette démarche-là? Là, il pourra en tirer parti. Et on n'accepte pas tout le monde dans Stratexio. Donc, il y a aussi une sélection de nous, des chefs d'entreprise qui rentrent. Alors, une dernière question. L'accès à un réseau de chefs d'entreprise, comme il est mentionné sur la plaquette, qu'est-ce qu'il a de plus, ce réseau, que les autres? Déjà, c'est un réseau de chefs d'entreprise qualifiés dans la mesure où les chefs d'entreprise qui sont dans Stratexio viennent dans ce réseau uniquement pour le développement international de leur entreprise. Donc, c'est une thématique qui les rassemble tous. Ce n'est pas un réseau qui est un réseau entre guillemets social, c'est-à-dire c'est pas on va se serrer la main. C'est un réseau où les gens viennent bosser. En fait, les journées de club Stratexio, les gens se retroussent les manches, ils viennent avec leur ordinateur et ça bosse, ça turbine pendant toute une journée. Donc, on n'est pas dans quelque chose de mondain. On est presque dans une journée qui doit être dans l'agenda du chef d'entreprise comme une journée de travail très puissante par rapport à son développement international. Et il doit venir avec sa problématique ou son projet de développement et il doit le construire comme ça et tous les 2 mois, il doit avoir avancé en fait. Alors, dernière question, l'export, ok. Et l'empreinte carbone alors? L'empreinte carbone de quoi? Le fait de se déplacer? Alors, l'empreinte carbone, vous savez, en faisant des mails, il y a une empreinte carbone de respirer, il y a une empreinte carbone de vivre, il y a une empreinte carbone. La question, c'est comment on fait pour générer les innovations qui vont nous permettre de réduire les émissions CO2, de les stocker
Et je crois plus à l'innovation parce que sinon, on retourne à l'âge de pierre, on arrête tout. La décroissance, on a vu ce que ça donnait pendant le Covid, des millions d'emplois de détruits dans le monde, des famines dans certains pays quand il n'y a pas d'activité économique. Donc, je crois plus à une croissance qui est responsable, c'est-à-dire qui prend en compte ces externalités négatives. Donc, les avions d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qu'il y a ceux d'il y a 20 ans. Dans 20 ans, ça ne sera pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. On parle d'avions qui vont fonctionner avec de l'électricité pour les petits avions, avec de l'hydrogène et le biocarburant, c'est déjà une réalité. On a moyen d'alléger les avions, il y a d'autres solutions, il y a des trains de plus en plus rapides. Et qui vous dit qu'on n'aura pas l'hyperloop d'Elon Musk qui va à 1000 km/h nous permettre de rejoindre certaines destinations rapidement. Il faut croire dans l'innovation. On a pratiquement l'impression avec toi qu'on va avoir des tubes de téléportation demain. Mais c'est ça, l'hyperloop, c'est un tube. Donc, pour terminer, quel message tu aimerais passer aux chefs d'entreprise qui douteraient de l'intérêt de l'export ? Déjà, moi, ce que je leur dis, c'est Stratexio, ce n'est pas explicatif, c'est démonstratif. Donc, il faut venir dans une journée, un club, et on comprend. Ça nous va pas, et au moins, il n'y a pas de discussion pendant des heures. Donc, venez, on fera une journée gratuite pour tous les adhérents du parc. Donc, ils peuvent venir gratuitement, pas d'engagement, sur une expertise qui les intéresse. S'il y a de la valeur ajoutée pour eux, si ça a été utile, on fera tout pour qu'ils puissent adhérer à Stratexio dans les meilleures conditions. Voilà. Enfin, du parc ou ailleurs, du parc comme on est au parc, je parle du parc, c'est ouvert aussi en dehors de… Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Fabrice, du temps que tu as su nous octroyer parce que tu es quelqu'un de très occupé. Donc, merci à toute la régie. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Ça pique au parc. D'ici là, likez, commentez, partagez, prenez soin de vous. Dites-moi qui avez-vous envie aussi de voir en face de moi dans ce fauteuil. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous suivre. Et puis pour contacter Stratexio, vous verrez les coordonnées à la fin de cette vidéo. À très bientôt.